On retrouve maintenant à Taïwan Julie Tsog. Bonjour Julie, vous êtes journaliste indépendante suisse. Vous couvrez l'actualité en Chine et à Hong Kong, depuis Hong Kong où vous êtes basée. Bonjour Julie, merci d'être avec nous. Vous couvrez depuis quelques mois les manifestations à Hong Kong, depuis leur démarrage en fait en juin. Récemment, la situation s'est durcie. Dernier épisode en date. Depuis dimanche, les retranchés de l'université polytechnique font régulièrement face à la police qui menace de tirer à balles réelles. C'est la plus longue et violente confrontation entre manifestants et forces de l'ordre depuis le début de la mobilisation. Julie, le parallèle est évoqué. Est-ce qu'il y a le risque d'un nouveau Tiananmen à Hong Kong cette fois ? Oui, alors la situation est effectivement très tendue, surtout depuis ce siège de l'université. Ensuite, la plupart des gens avec qui j'étais en contact, les manifestants, les experts, personne ne pense que l'armée chinoise va réellement intervenir à Hong Kong à ce stade. Ce serait vraiment trop coûteux pour Pékin d'intervenir en termes de réputation, en termes de coûts économiques pour Hong Kong, qui reste la capitale financière et la fenêtre financière de la Chine sur le monde. En revanche, il y a quand même eu quelques développements ces derniers jours qui vont un petit peu plus dans cette direction. Le déploiement dans les rues de Hong Kong samedi dernier de soldats de l'armée chinoise. Ils étaient certes en civil et là volontairement, à leur dire, mais ça reste la première fois que l'armée chinoise a été vue dans les rues de Hong Kong. Et également, la semaine dernière, la Chine a critiqué une décision d'une cour hongkongaise qui s'était opposée à l'interdiction du port du masque décrétée par le gouvernement hongkongais. Et ça a été évidemment perçu comme une atteinte assez forte à l'indépendance de la justice hongkongaise. Mais ça veut dire quoi? Qu'en fait, il suffit de laisser planer la menace pour que ça suffise? Ou qu'à un moment donné, qu'est-ce qui peut faire basculer la situation? Alors, la Chine l'a toujours dit, elle interviendra le jour où le gouvernement hongkongais ne parviendra plus à maîtriser la situation lui-même. Donc, le jour où on aura une situation de guerre civile, en gros. Mais pour Pékin, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'intérêt à intervenir parce qu'il suffit, comme vous dites, de laisser planer la menace, de faire croire que l'armée pourrait intervenir et ça suffit déjà à maintenir la situation sous contrôle. D'ailleurs, tout ce que l'armée chinoise a fait jusqu'ici, les troupes massées à Shenzhen il y a quelques mois, l'armée en civil dans la rue, c'est des signaux qu'on veut donner aux protestataires pour leur dire attention, si vous allez trop loin, l'armée interviendra pour de vrai. Et pour l'instant, ça a suffi en fait à garder la situation sous une sorte de contrôle. Julie, vous restez avec nous, vous intervenez quand vous voulez, vous nous faites un signe. On a l'impression, enfin pas l'impression, mais est-ce que ça peut être une stratégie peut-être de Pékin d'espérer un embrasement pour que ça envoie un signal aussi à la Chine continentale? Est-ce que peut-être il y a ce jeu-là aussi? Moi, je crois que si signal il y a en ce moment, c'est plutôt pour les élections de district qui ont lieu ce week-end. Si effectivement, puisqu'il y a des élections qui habituellement, si je comprends bien, sont pas très, il n'y a pas une grosse participation. S'il y a une grosse participation, et si une partie de la population hongkongaise qui a vu les manifestations, qui a vu des violences, qui a vu des pillages, se dit oh là là, on est allé trop loin, c'est trop dangereux, et qu'elle se range du côté du gouvernement, c'est un signal du coup envoyé aux contestataires, aux manifestants, pour dire en fait, vous n'avez pas une bonne partie de la population derrière vous. Ce qui est un des arguments depuis le début, je crois, de Carrie Lam, la chef politique de Hong Kong. Donc effectivement, laisser faire des violences en ce moment, ça peut être une façon de montrer c'est nous ou le chaos, ce qui est un argument classique de pouvoir autoritaire. Je me tourne vers vous, Julie, par rapport à cette élection de dimanche. Oui, alors c'est principalement des élections très avec des enjeux uniquement locaux et pour la première fois, tous les candidats sont clairement divisés entre les deux camps, hein, on est soit pro-protestataire ou contre. Ça veut dire que ces élections sont extrêmement tendues. On m'a parlé de candidats qui s'étaient déclarés en faveur des protestataires et qui avaient reçu des déclarations, des menaces de mort.
C'est vraiment très tendu et effectivement, le résultat va montrer pour la première fois quel est le pourcentage de la population qui soutient les protestataires. Il y a eu un sondage dernière d'une université qui montrait que plus de 60% de la population les soutenait. Mais là, pour la première fois, on aura le verdict dans les urnes. Dans l'actualité cette semaine, il y a eu aussi cet appui inespéré pour les manifestants. Le Sénat américain a adopté un texte qui soutient les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong, qui menace aussi de suspendre le statut économique spécial accordé par Washington au territoire semi-autonome. Le siège du campus, c'est le prétexte à une nouvelle passe d'armes entre Washington et Pékin, Xavier ? Je ne sais pas si c'est le prétexte, mais c'est l'habitude du Congrès américain de toute façon de se charger de ce genre de déclaration ou de signal diplomatique plutôt que la Maison-Blanche elle-même, surtout en cette période où les États-Unis essayent de négocier un accord commercial avec Pékin. Cette semaine encore, les deux parties disaient qu'ils n'y croyaient pas trop, même si depuis des semaines, il est question de le signer de manière imminente. Cependant, je ne me rappelle plus votre question, mais ça avait à voir avec les universités. C'était à savoir si tout d'un coup Hong Kong est l'objet, le prétexte à cette passe d'armes. Non, je ne crois pas. Mais ce qui est intéressant à voir tout de même de ce point de vue-là, c'est que simplement les marchés se sont beaucoup inquiétés. Vous parliez au début de l'émission d'un Tiananmen à la chinoise, juste avant le blocage des universités. Au moment je posais la question, je ne l'affirmais pas. Oui. Non, mais effectivement, les marchés s'inquiètent de toute façon à chaque fois que les violences reprennent ou qu'il y a un mouvement de tension. Ça, c'est la bourse de Hong Kong a dégringolé le 8 septembre après la mort d'un manifestant. Elle a dégringolé le 12 au moment du blocage des universités. Et voilà, elle vient de redégringoler hier d'un 62%, je crois, après l'annonce effectivement du Congrès américain de cette loi sur les droits de l'homme et la démocratie. Est-ce qu'il y a pour aller un peu plus loin, est-ce qu'il y a une instrumentalisation de Hong Kong, que ce soit par Pékin? On sait que c'est une épine dans le pied de Pékin, mais est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation quand même et pour Pékin et pour Washington? Est-ce que ça sert les propos et de l'un et de l'autre? Peut-être. Pour Washington, c'est traditionnel. Washington, avant de dénoncer la répression à Hong Kong, avait déjà dénoncé la répression des Ouïghours, cette minorité musulmane turcophone du nord-ouest de la Chine. Mais je crois que sur les trois patates chaudes que Pékin porte sur les bras, c'est-à-dire les Ouïghours, mais aussi le Tibet, je crois que Hong Kong, c'est le plus dur à gérer, bien que ce soit la partie la plus... Parce que c'est la partie la plus exposée. La plus visible à l'international. On ne peut pas réprimer à huis clos à Hong Kong comme on peut réprimer à Kashgar ou à Urumqi ou bien Et vous dites, Yann, ça coûte plus d'argent? Non, Hong Kong, c'est la troisième place financière du monde. C'est le lieu où la Chine fait des échanges avec l'extérieur. C'est par là que passent les investissements. C'est le siège des multinationales qui investissent. C'est la veine jugulaire de l'économie financière chinoise. Et c'est l'endroit où les dirigeants chinois placent leur argent. Les dirigeants chinois eux-mêmes et leurs familles placent leur argent. Donc on ne touche pas au Grisby. Donc Pékin ne peut pas instrumentaliser quelque chose qui est aussi névralgique pour lui. Et ce qui se passe, ce qui est inquiétant par contre, c'est que pourquoi ces manifestations continuent? C'est parce que jusqu'ici, les autorités de Pékin n'ont pas été capables d'offrir une négociation, une concertation, et donc de trouver les mots qu'il faut pour entendre les doléances des manifestants et négocier avec eux. Ce qui montre que Pékin reste encore sur une culture verticale de l'option de la force et aussi de la peur. Vous parliez des Ouïghours, je vais rebondir là-dessus. Slimane, Hong Kong déteste tout ce qui remet en cause la ligne du parti. Il y a aussi donc ce cas des Ouïghours avec ses révélations sur la politique chinoise d'internement de cette minorité musulmane. Plus de 400 pages de documents internes dévoilés dans une enquête du New York Times et qui révèlent l'implication du président chinois Xi Jinping. Julie, l'un des plus grands enseignements en fait de l'enquête, c'est le malaise au sein du pouvoir. Est-ce qu'on peut dire que le parti est moins monolithique en fait qu'on ne le pensait? Oui, tout à fait. Ça, c'était une chose vraiment intéressante qui est ressortie de ces révélations. C'est qu'il n'y a pas une seule vision à Pékin. Évidemment, Xi Jinping a beaucoup renforcé son pouvoir sur le parti, sur le pays depuis son accession au pouvoir. Mais néanmoins, il y a quand même des voix qui disent autre chose à l'intérieur et qui arrivent à parfois se faire entendre. Et du coup, ça pose la question de est-ce que sur Hong Kong également, il y aurait différentes visions à l'intérieur du pouvoir de comment gérer cette crise. Évidemment, tout le monde a envie qu'elle s'arrête, mais la question
question, c'est comment y arriver. Et c'est bien possible qu'à l'intérieur du pouvoir, il y ait aussi des voix qui s'expriment pour y arriver d'une manière un peu moins brutale. Mais c'est vraiment Xi Jinping qui a la manœuvre, c'est ce que laisse aussi entendre ces documents? Oui, alors ça reste quand même le chef du parti est le tout-puissant, ça c'est clair, il a énormément renforcé son influence, mais il y a néanmoins d'autres voix à l'intérieur du parti. C'est pas aussi monolithique qu'on a peut-être pu le croire jusqu'à récemment. Mais qui s'opposera, Yann, à Xi Jinping? Qui osera s'opposer à Xi Jinping? Là encore, une des questions, c'est la question économique. Si jamais le taux de croissance chinois, qu'on ne connaît pas bien parce que les statistiques chinoises sont ce qu'elles sont, mais si jamais le taux de croissance de l'économie chinoise baisse trop, et que donc ce pacte tacite entre la population et le pouvoir, qui est pouvoir dire à la population, je vous donne de l'aisance économique, mais vous ne demandez pas de participation politique, si ça commence à s'effondrer parce qu'il n'y a pas assez de croissance économique, il y a des gens au sein du parti qui vont commencer à dire que Xi Jinping, c'est pas si bien que ça. Mais juste pour un mot par rapport à Hong Kong, je crois qu'il y a un autre phénomène qui empêche la Chine d'intervenir brutalement, c'est Taïwan. Taïwan, c'est extrêmement important. Taïwan, c'est toujours un objectif pour la Chine, pour Pékin, de réunification. Si ça se passe mal à Hong Kong, ce sera beaucoup plus compliqué de convaincre les Taïwanais d'accepter à terme une forme de réunification. Or, on sait qu'il y a des élections à Taïwan très bientôt. Julie, vous êtes basée à Hong Kong, mais vous êtes précisément avec nous depuis Taïwan. Comment c'est vécu depuis Taïwan? Comment c'est observé ce qui se passe à Hong Kong? Est-ce que Yann avait raison? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs beaucoup d'intérêt à Taïwan pour ce qui se passe à Hong Kong. Il y a aussi beaucoup de liens. Il y a beaucoup de manifestants hongkongais qui ont fui à Taïwan, qui ont même demandé l'asile politique ici, parce que ce sont deux territoires qui ont énormément de liens. Surtout les activistes pro-démocratie sont en contact constamment. La révolution des tournesols de Taïwan a d'ailleurs servi d'inspiration à certains des manifestants hongkongais. Et du coup, il y a vraiment des liens proches et les gens à Taïwan observent ça de très très près et regardent comment Pékin va réagir. Xavier, vous vouliez intervenir? Oui, si j'étais très grossier, je dirais que Hong Kong, c'est un Taïwan pour la Chine légal, en ce sens que Hong Kong devait revenir de toute façon dans le giron de la Chine continentale en 2047, après sa rétrocession en 97, que Pékin considère de toute façon Taïwan comme elle considère le Tibet, comme elle considère le Xinjiang, comme son territoire, celui d'une Chine unie, qu'effectivement elle considère qu'à terme il faudra que Taïwan revienne. Mais pour revenir à Hong Kong encore, juste je voudrais faire le parallèle avec le mouvement de 2014, mouvement des parapluies, oui. À la fin de l'année 2014, qui s'est terminé finalement, pardonnez-moi l'expression, mais encore une fois en eau de boudin, puisque Pékin n'a pas pu répondre à l'époque à la demande de suffrage universel qui avait été faite par les manifestants. Et effectivement, je ne sais pas si le pouvoir va, disons, augmenter la violence. Ça ne semblait pas le cas ce matin. Les manifestants se rendaient à l'université. Il en reste très peu. En tout cas, il y a beaucoup de signes d'apaisement qui ont été donnés et par Carrie Lam et par la Chine, malgré effectivement quelques intimidations. Cependant, il y a une situation politique à régler pour Pékin et qui ne date pas du début de cette année ni de la fin d'ailleurs. Yann, quelle sortie de crise on peut imaginer? Moi, j'ai du mal à croire que Pékin puisse céder sur le mode de désignation des gouvernants de Hong Kong. Parce que là, du coup, ce serait un message envoyé à la Chine continentale, aux Chinois de Chine continentale, qui serait extrêmement nocif pour le Parti communiste chinois. S'il cède sur le fait que c'est lui qui, de fait, de facto, désigne les responsables de l'administration hongkongaise, ça veut dire qu'on peut faire des élections de façon plus ou moins libre. Ça ouvre la boîte de ailleurs c'est ça que vous Hong nous Kong. dites. C'est pas facile à faire admettre sur un pouvoir aussi autoritaire que celui de Xi Jinping. Julie, on va conclure avec vous et sur cette question-là, quelles issues vous voyez? Est-ce que, comme Yann, vous pensez qu'effectivement Pékin n'acceptera jamais de céder? Oui, ça, j'en suis convaincue. Surtout que maintenant, dans les 5 demandes des manifestants, il y a effectivement des élections au suffrage universel. Et ça, je ne vois vraiment pas comment Pékin pourrait céder là-dessus, parce que, comme ça a été dit, si Pékin devait le faire, ça ouvrirait la possibilité pour les gens en Chine continentale de réclamer la même chose. Donc, c'est impossible pour eux de céder là-dessus. Ce qui montre d'ailleurs la malhabilité du gouvernement hongkongais, qui aurait pu céder tout au début, lorsque la demande était uniquement de supprimer cette loi d'extradition, ce qui n'aurait pas été quelque chose d'énorme à faire. Et sauf qu'ils ont attendu, et maintenant les demandes sont devenues beaucoup plus larges. Et pas qu'à Hong Kong, on voit que c'est une tendance lourde, mondiale. Merci Julie d'avoir été avec nous. C'est l'heure du coucher chez vous, je crois. On va vous laisser filer. Excellent week-end et à très bientôt.